Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le dimanche 16 juillet dernier, nous avons reçu dans ce studio monsieur Médéa Koudebi, président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Il était question de l'hygiène sanitaire dans nos morgues. L'homme a étalé de nombreux problèmes qui touchent ce milieu mortuaire et proposé des pistes de sortie. 2 semaines après, monsieur Médéa Koudebi est dans ce studio à nouveau pour nous faire part de l'état de l'évolution de ce dossier. Monsieur Médéa Koudebi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Et juste après vous, il faut dire que les auditeurs ont aussi la possibilité de nous joindre à travers le 61 30 30 25 ou le 65 85 85 63. Et juste à mes côtés, je serai dans ce débat avec mon collègue. Il s'agit bien sûr de Christelle Ompati. Christelle, bonjour. Eric Versi, bonjour et bonjour aux amis auditeurs. Médéa Koudebi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. On va aborder cette affaire de morgue au Bénin, l'assainissement public et tout ce qui concerne les morgues traditionnels comme les morgues privées. Parlez-nous d'abord, quand on parle de morgue, cela veut dire quoi? Déjà, une morgue, c'est un laboratoire post-mortem. Un laboratoire post-mortem, c'est un appareil à conservation individuelle pour éviter que le corps de Pierrette infecte le corps de Jacqueline et celui de Jacqueline infecte celui de Pierre. Et c'est comme ça qu'on pouvait réduire normalement les contaminations de fins vivants. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une situation très archaïque, où je remercie la majorité des promoteurs des morgues qui ont reconnu qu'ils étaient tous dans le commerce de poissons, des volailles congelées. Et jusqu'en 2007. Vous allez très fort là. Non, mais ils ont reconnu quand même au micro de France 24 et de BBC qu'ils étaient tous dans la poissonnerie jusqu'en 2007. Et quand Adjavon est rentré dans le secteur, le Kadiaf Commode, ils ont fait faillite et c'est en ce moment qu'ils ont décidé de recycler les hommes, en commençant à entasser les hommes l'un sur l'autre, mais sans savoir que après la mort, il y a encore des risques de contamination pour eux. Quand quelqu'un meurt, la maladie meurt. Et c'est en leur expliquant qu'ils ont compris qu'ils étaient dans l'informel et qu'ils me promettent tous qu'ils vont faire des efforts pour créer des vraies industries de la mort. Quels sont les processus aujourd'hui qu'on doit accomplir ou qu'on doit obtenir pour créer des morgues au Bénin, ou pour créer des morgues? D'accord. Pour avoir une morgue au Bénin, il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est que le promoteur doit identifier le domaine. Le domaine, conformément aujourd'hui à l'arrêté ministériel qui est en cours, le promoteur, nul ne peut créer de morgue ni de cimetière à moins de 2 km des infrastructures socio-communautaires ni les cours d'eau. Autrement dit, autour des habitations. Autour des habitations, ce qui veut dire que normalement, vous ne devez pas avoir une morgue en face de l'université. Et la première des choses, c'est ça. Et quand tu identifies le domaine, la deuxième chose, toujours le ministre du cadre de vie actuellement est allé encore plus loin dans son arrêté qui précise désormais que les morgues n'ont plus vocation à rester dans les agglomérations. Et troisième point, quand tu identifies le domaine, tu dois être propriétaire d'une zone tampon de 50 mètres tout autour de la morgue qui doit abriter au moins minimum 100 pieds d'arbres qui serviront de l'ombre pour les familles éplorées et au même moment les racines vont absorber les produits toxiques et cancérigènes qui sont du formol qui risqueront de s'échapper dans le sol. Et après, tu dois rencontrer ton chef quartier et le quartier ou la commune où la morgue doit s'implanter pour demander l'accord de la commune. C'est le maire de cette commune qui doit donner un accord préalable. Après l'accord préalable, tu dois prendre normalement un cabinet d'audit pour faire une étude d'impact environnemental. Après l'étape d'étude d'impact environnemental, tu dois te rendre à l'ABE pour demander le certificat de conformité environnementale. C'est à ce moment-là maintenant, désormais qu'il est décidé au Bénin que notre ONG doit siéger pour donner son accord préalable. Oui, mais entendre tout ce que vous êtes en train d'énumérer, c'est-à-dire que les normes ne sont vraiment pas respectées dans l'octroi de ces lieux-là pour pouvoir implanter les morgues. Qu'est-ce qui peut expliquer déjà ce mauvais, ou bien le fait que les gens n'arrivent pas à respecter vraiment ce que vous avez énuméré? Déjà, je peux dire que sincèrement, il y a le laxisme et le manque de connaissance du secteur. Je peux vous dire que jusqu'en 2012,
personne au Bénin ne peut dire qu'il a été formé pour ce métier. À ce jour, nous avons délivré 373 diplômes et attestations de formation. On en a délivré pour les officiers de police judiciaire qui font les découvertes de cadavres. On en a délivré 59 pour les sapeurs-pompiers qui ont souvent des décès des gens dans leur véhicule, tout en ignorant que la dernière transpiration d'un mort contient 100 milliards de batteries. Et que si la voiture n'est pas désinfectée, que par hasard, vous faites un accident et qu'on va vous chercher dans ces conditions, c'est des risques. On sera en train de plâtrer le pied, où vous avez des fractures et quelques mois après, vous mourrez de méningite que vous auriez contracté dans leur véhicule. Ils étaient devenus des vecteurs de contamination de fins vivants. Et je profite au même de l'occasion, comme je l'ai constaté, actuellement même la totalité des véhicules des sapeurs-pompiers au Bénin aussi mérite d'être conduite aux urgences, parce que ces véhicules sont tous en agonie. Des fois, ils prennent même des accidentés et ils tombent encore en panne. Et ça fait partie aussi des causes qui augmentent le taux de mortalité au Bénin. Je tenais à le dire au chef de l'État dans mon dernier rapport. Monsieur Médéa Koudébi, quel est le rôle que doivent jouer les élus locaux dans ces cas que vous êtes en train d'énumérer, ces cas de dérive que nous observons au niveau des morgues implantées sur le plan national? Très bien. Les élus locaux, ils ont un rôle capital. Leur rôle capital, c'est le moment de délivrance de certificats de conformité environnementale. L'étape où notre ONG siège à l'ABE aux côtés des techniciens pour décider, c'est en ce moment les maires devaient venir statuer et défendre les intérêts de leur commune. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les situations d'empoisonnement dont les Béninois sont victimes, c'est la faute de leurs maires qui n'ont pas défendu leurs intérêts à l'ABE pendant qu'ils siégeaient pour l'atelier de validation de la délivrance du certificat de conformité environnementale. D'autres l'ont fait sciemment parce qu'ils ont été corrompus. Ils ont eu une promesse que leur prochaine campagne de relations sera financée par le promoteur. D'autres ont fait de ces erreurs par naïveté. Pratiquement, la situation aujourd'hui, toutes les communes où il y a des morgues qui ne sont pas à moins de 100 mètres des habitations, qui sont dans des zones inondables, les populations n'ont qu'à savoir que ce sont leurs maires, les élus locaux qui sont complices les années où ces morgues ont été implantées. Médéa Koulbeti, après on vous a écouté vos explications, dites-nous combien de morgues sont en règle au Bénin? À ce jour, je peux vous dire qu'aucune morgue sur le plan sanitaire n'est aux normes. Mais sur le plan administratif, il y a une seule morgue privée au Bénin qui a l'agrément. Une seule morgue. Sur combien de morgues? À ce jour, la dernière fois, on avait évalué 43 mains. Il y a 2 semaines, il y a 3 morgues qui ont ouvert frauduleusement leurs portes, sans agrément. Ce qui porte aujourd'hui à 46. La dernière qui a ouvert ses portes frauduleusement le lundi, c'est à Achoupa, après Misrete. Le lundi passé. Sans aucun agrément. Le papa a acheté la chambre froide. Le papa est décédé. On a appris même que dans la maison, le papa a laissé tomber ce projet et a construit des maisons à louer. Après, le fils, héritier et administrateur de biens, a décidé de mettre cette morgue en service sans aller prendre l'agrément auprès du ministre de l'Intérieur, sans faire les audits ni rien, a mis la morgue en service le lundi passé. Et la situation géographique de cette morgue, elle se situe où? Elle est plus précisément à Achoupa, juste à la sortie de Misrete. Quand vous sortez de Misrete, en allant vers Achoupa, c'est juste au bord de la voie que se situe cette morgue à 400 mètres d'un motel. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour pouvoir, un temps soit peu, interpeller les autorités pour pouvoir fermer ces gens de morgue-là, pour éviter aux citoyens béninois de ne pas peut-être tomber malades à n'en point finir dans ce méli-mélo que nous observons? Je peux vous dire que le régime actuel fait défaut. Il est bien vrai que j'ai été très dur avec eux, parce que j'ai compris que c'est des gens qui étaient aussi dans leur vision. Moi, je défendais la santé, mais eux, ils défendaient le coton. Du coup, chacun est resté ferme. Moi, j'ai voulu arracher des vies à la mort. C'est ce qui a fait que la dernière fois, le dernier rapport du mois de septembre, j'avais conclu par cette phrase qui disait que nous avons eu l'impression que la vie des Béninois n'avait pas de la valeur comme le coton. Et finalement, ils ont commencé à réagir. Et je peux vous promettre que depuis l'indépendance à ce jour, cette mafia mortuaire a son cœur au Parlement béninois. Au Parlement béninois, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en 26 ans, n'a jamais fait voter une loi pour réglementer le domaine.
n'a jamais voté une loi. Jamais, il n'y a aucune loi qui réglemente le domaine des fonds funèbres. Est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous avez proposé des lois? J'ai fait une proposition de projet de loi, plus précisément en 2009, à un député qui me dit que ce projet de loi, s'il devait le présenter, il va falloir à ce que la loi ne porte pas mon nom, mais plutôt que ça porte son nom. Si je refuse ça, il ne sera pas en mesure de présenter ce projet de loi à l'Assemblée. Pourquoi? C'est des égos. On comprend par là que c'est des égos qui Je viennent vais là. vous dire une chose. Quand on est villageois ou illettré, quoi qu'en soit le poste de l'élu qu'on occupe, on demeure toujours ce qu'on est. Et malheureusement, ce dernier aujourd'hui est le maire de la commune la plus inondable du Bénin et qui délivre pratiquement plus de 60% de permis d'inhumation à domicile de ses décès. La deuxième chose, ce qui a un peu gêné, c'est que on a proposé directement un projet de loi au président de l'Assemblée nationale. On lui a envoyé le courrier pour qu'il puisse s'auto-saisir. Ce courrier a été reçu le 6 juin 2016 à 15h53 déchargé par le secrétaire administratif Santana. Malheureusement, jusqu'à ce jour, quand on y retourne au Parlement, la secrétaire particulière du président de l'Assemblée nationale au premier étage nous dit que le courrier est perdu au Parlement. Elle nous a réclamé encore la copie de la décharge de l'accusé de réception parce que c'est un courrier recommandé. Nous lui avons donné. L'Assemblée nationale jusqu'à ce jour ne nous a jamais fait signe. Au même moment, au temps du président Yahi Bonissou Madangaza, nous avons remis aussi une proposition de projet de loi pour réglementer le domaine, enregistré sous le numéro 678 au Palais le 10 avril 2013, envoyé à la Cour suprême pour voir la conformité avec la Constitution. Je peux vous dire que depuis 2013, ce projet de décret arrivé à la Cour suprême est resté coincé dans la gorge du président de la Cour suprême, M. Ousmane Batoko. On est allé à son cabinet en septembre 2016. On nous dit que celui à qui le dossier est affecté au 4e étage de la Cour suprême est en mission en Chine. On n'a pas eu de retour jusqu'à ce jour. Et c'est seulement le ministre Saka Lafia, le chef de l'État, parce que le ministre Saka Lafia était vraiment en colère et a décidé, effectivement, parce qu'il a ordonné une enquête du ministère de l'Intérieur. Cette enquête lui est revenue et lui a montré que pratiquement aucune morgue n'est aux normes. Et sur les 43 morgues privées à l'époque, maintenant ils sont à 46. Il y a une seule qui a d'agrément, les autres étaient dans l'inégalité totale. Et le comble, c'est que ces morgues-là, 31 morgues sur 43 à l'époque, appartiennent tous aux hommes politiques. Mouvance comme opposition. Aux hommes politiques. Aux hommes politiques. Ce qui fait que la solution ne peut plus venir du Parlement. Quoi qu'en soit les propositions, soit les courriers seront toujours, et les courriers se perdront toujours à l'Assemblée, ou soit la loi ne sera jamais programmée. Ce qui fait que la dernière fois, je dirais que seul le chef de l'État peut nous sauver. Effectivement, le chef de l'État a pris ses responsabilités, le ministre de l'Intérieur Saka Lafia, et il y a un projet de décret rapidement qui a été mis en place pour régler tous ces problèmes sur lesquels on peut se baser désormais pour réglementer ce secteur. Oui. Ils ont le choix. Soit le projet de décret va passer et le Bénin pourra soulever la tête devant les partenaires, soit les amis, parce que la dernière fois je le disais, le chef de l'État n'a pas des intérêts dans la morgue, mais il a des amis qui ont des intérêts dans les morgues et qui vont l'appeler. Parce que quand on parle des morgues, il y a deux anciens ministres de l'Intérieur qui ont des morgues. Donc il y a un seul qui en a, lui seul 3. Il y a des ministres d'État. Avant de revenir je voudrais rappeler aux auditeurs qu'ils auront la possibilité de nous écrire ou de nous appeler carrément sur le 61 30 30 25 ou le 65 85 85 63 pour vous poser des questions par rapport à ce problème dont vous évoquez. C'est vrai que la semaine dernière, vous avez énuméré assez de problèmes, vous avez donné des pistes de sortie pour pouvoir régler ce problème. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Oui, je peux vous dire que le projet de décret, normalement, qui est de 116 articles en tout, et le jeudi passé, le jeudi 27, le ministre de l'Intérieur a fait installer la commission pour étudier les propositions et pour préparer l'atelier de validation qui doit avoir lieu dans les tout prochains jours. Cette commission contient les promoteurs de morgue, et le ministère de la Justice, les greffiers, et les syndicats des magistrats, et le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, l'ONG Bénin Diaspora Assistance,
le syndicat des promoteurs des morgues, c'est-à-dire tout le monde y est représenté pour pouvoir essayer d'étudier test par test la conformité avec la Constitution et la légalité qu'il faut pour pouvoir régler ce problème et même régler le problème des véhicules funèbres. Je vous avais dit la semaine dernière que les véhicules funèbres aussi sont responsables, ils ne sont pas aux normes. Oui. Parce que la partie cercueil doit être isolée de la partie passagère. Justement. Malheureusement ici, quand quelqu'un a faim, il retire le siège arrière de sa Volvo. Le samedi, il met les palettes. Je peux vous montrer les photos que les gens peuvent aller voir sur Facebook. Il met les palettes et ses corbillards, il revient le dimanche. On retire les palettes, on met les sièges et le lundi, ça devient véhicule de location pour les touristes. On doit aussi désinfecter ces véhicules-là. Alors que l'arrêté de Céline Kandisouno et du ministre Alabik Bégan de 1992 ordonne au ministère au service d'hygiène et d'assainissement du ministère de la Santé de désinfecter tous les mois les véhicules de pompes funèbres pour éviter aux familles, en allant à l'enterrement de l'heure, de contracter les maladies qui ont tué ceux qu'ils avaient enterrés au précédent. Et au même moment, pourquoi la partie passagère doit être isolée de la partie cercueil? Les produits formolés utilisés pour traiter le corps sont hautement toxiques et cancérigènes et ont souvent 99 ans de vie dans le sol. Et quand vous êtes assis à côté de ce cercueil d'ici Savalou, vous allez respirer l'odeur du formol tout le long du trajet et dans 6 ans, 7 ans, vous allez commencer à développer des tumeurs de cancer. Et c'est là les gens disent, mais il ne boit pas de l'alcool, il ne peut pas avoir cirrhose de foie, c'est la sorcellerie. C'est nous-mêmes qui nous tuons. Donc le fait de s'asseoir à côté des morts là, pour aller enterrer, ça pose aussi un problème? Ça pose énormément un problème de santé publique pour lequel aujourd'hui le ministre de l'Intérieur a décidé de recenser dans le projet de décret les véhicules funèbres dont la partie passagère ne sont pas isolés de la partie cercueil n'auront pas l'agrément. Ils auront tous un agrément, un numéro inscrit sur leur portière, comme les taxis motos. Et renouvelable tous les gens pour voir si leur carnet de santé de désinfection, conformément aux arrêtés, sont à jour. Si ce n'est pas à jour, l'agrément sera retiré. Oui, mais si le ministre faisait ce travail et que la population qui devrait forcément aller demander ces services-là ne sont vraiment pas informés, est-ce que vous pensez que ça aura un impact vraiment sur le projet même que le ministre voudrait mettre en place? Il est prévu une période de vulgarisation de 6 mois après la signature du décret et sa publication au journal officiel. Il est prévu une période de vulgarisation de 6 mois. Parce que la vulgarisation elle est obligatoire. Dans ce projet de décret, il est prévu la durée maximum d'un corps dans une morgue au Bénin désormais à 30 jours. Aujourd'hui, le corps le plus vieux non enterré au Bénin est dans sa 41e année. 41e année. Alors que il est très clair. En France, par exemple, c'est 6 jours ouvrables. Les jours fériés, les dimanches ne sont pas comptés. Au Congo et au Gabon, Congo-Brazzaville et au Gabon, c'est 8 jours. Et en Côte d'Ivoire, ils sont en train de mettre à 15 jours. Nous, au Bénin, on est allé jusqu'à 30 jours dans le projet de décret. Et pour obliger nos parents aussi à respecter cette histoire et aux promoteurs d'acheter des équipements pour se mettre aux normes, il y aura une décision qui va les autoriser à porter, une fois quand le décret sera rentré et en vigueur, à porter les tarifs. Aujourd'hui, sont à 2500 par jour. Ils vont les porter à 5000 francs par jour normalement pendant les 10 premiers jours. Celui qui n'enterre pas dans les 10 jours, ça veut dire qu'il a de l'argent. Il peut aider le promoteur à acheter des équipements de laboratoire post-mortem afin d'arrêter d'utiliser les chambres froides de poissonnerie qui sont des vecteurs de contamination. Et là, à partir du 10e jour, ça va passer à 11 000 francs, à 10 000 francs. 10 000 francs, normalement, ce qui fait qu'un mois de conservation désormais serait un tarif connu de 260 000 à payer au promoteur de morgue. Si vous tenez maintenant à aller au-delà de 30 jours, vous devez écrire à partir du 20e jour au ministre de l'Intérieur pour demander une dérogation, expliquer les raisons et les arguments. Le ministre n'est pas obligé d'accepter. Si les arguments ne sont pas crédibles, il vous obligera à faire les inhumations dans des dépôts temporaires. Les dépôts temporaires, c'est des cimetières, c'est des tombes provisoires qu'on est en train de vouloir demander aux maires de préparer dans tous les cimetières, dans les communes, pour que les corps qui sont sous litige, où les enfants ne s'entendent pas sur les lieux de l'enterrement, on va les enterrer au-delà, à partir des 30 jours dans le dépôt temporaire, le temps que le juge décide du lieu d'inhumation définitive où le corps va être transféré. C'est pourquoi nous avons associé le maire Luc Atropo, qui est le président de l'association des maires des communes du Bénin,
pour que la répercussion puisse être directe à cet atelier de validation. Oui, mais en off, lorsqu'on est en train de préparer l'émission, vous avez dit, et vous l'avez même évoqué ici, qu'il y a il y a plus de 43 ou 40, disons maintenant 45 MOG qui ne sont pas à jour. Oui. Comment le ministre va-t-il faire pour pouvoir vérifier ou bien pouvoir contrôler ces véhicules mortuels là, les règles qu'ils doivent observer pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir trouver sa part de bien-être dans cette affaire. Déjà, ce qui est prévu, une fois que le décret va rentrer en jeu, dans ce décret, j'ai fait sauter les gyrophares et les sirènes pour les véhicules funèbres. Ils n'auront plus de gyrophares et de sirènes. Ils seront obligés d'aller fournir un dossier au ministère de l'Intérieur pour avoir un agrément. Non, pour avoir un agrément. Cet agrément sera un numéro qu'on va leur attribuer, qu'ils vont mettre sur leur portière. Ça veut dire que, oui, ils vont écrire en grand caractère sur leur portière ou sur leur capot. Ça veut dire que le véhicule funèbre sans numéro d'agrément est un véhicule qui ne doit pas circuler. Si ça circule, il pourra être interpellé à tous les niveaux et les familles vont récupérer purement et simplement leur corps. Et tous ces véhicules doivent mettre, quand vous allez prendre un corbillard, le promoteur, le propriétaire du véhicule, sur le reçu qu'il vous donne, il doit y avoir son numéro d'agrément et la date de validité. C'est très simple pour contrôler. Et au même moment, et ça va mettre fin à la mafia parce que depuis un certain temps, les véhicules funèbres servent maintenant à faire d'autres trafics. Il y a tout un tas de trafics qui est autour de la mort. On voit des véhicules funèbres avec gyrophares et sirènes. À l'intérieur du cercueil, des fois, c'est des chiens contenant de la cocaïne. On voit des véhicules funèbres. Vous avez la preuve de ce que vous dites là? Je vous dis que je travaille avec le ministère de l'Intérieur. Alors, c'est des éléments qui sont aujourd'hui... La police en a arrêté? En train de gérer, plus précisément en décembre. Au même moment, vous avez des véhicules funèbres avec gyrophares et sirènes, des fois contenant des goudas. C'est gouda, ça veut dire quoi? Votre boisson qui vient souvent du Nigeria, là, je ne sais pas comment vous l'appelez. Golbert. Alors, Golbert, c'est Golbert, vous l'appelez. Ça, c'est un autre pan de la chose. Alors, pratiquement, c'est pour vous dire que ces véhicules funèbres, des fois, sont utilisés à d'autres fins que le ministère de l'Intérieur est obligé de contrôler. On a vu quand même des images au Nigeria. Justement. Un corbillard à l'intérieur du cercueil contenant des armes et des cartouches. Oui. Il va falloir qu'on prenne en main notre sécurité en sécurisant ce domaine. Sans oublier que dans les morgues, il y a des trafics d'organes. Il y a des promoteurs, des employés des morgues qui sont en prison pour avoir volé des testicules, pour avoir la langue d'un corps. Oui. Même en face de vous ici, à l'université, il y a l'un de ces employés qui s'est retrouvé pendant des mois en prison pour avoir volé les cheveux de la nuque de juge Corvi. Il y a tellement de détails que je ne peux pas tout vous donner. À part les véhicules funèbres, quels sont les autres acteurs qui sont associés dans ce projet de loi? Le grand problème qui est aujourd'hui des risques, c'est les maires. Les maires, si vous voyez tout de suite, vous pouvez aller sur notre page Facebook que je peux vous donner. Oui. Vous allez voir, la semaine dernière, on était en visite au cimetière PK14 avec France 24, BBC et TV5. PK14 à Cotonou. À Cotonou. Oui. On était avec France 24, BBC et TV5. Dans ce cimetière, nous avons découvert la véracité, la sincérité, la preuve de l'empoisonnement des Béninois. Vous avez touché vraiment du doigt parce que ce qui se passe là. Les produits formolés sont tous des produits hautement toxiques et cancérigènes. Il a interdit qu'une zone inondable serve de cimetière. Pour éviter quoi? L'empoisonnement de ceux qui sont aux alentours. À notre arrivée à PK14, nous avons découvert des tombes qui faisaient office de piscine. C'est des piscines à l'intérieur desquelles les corps sont noyés dans de l'eau. Nous avons mis les photos sur notre site normalement Facebook. Vous tapez ONG Bénin Diaspora Assistance. ONG Bénin Diaspora Assistance par exemple sur Facebook. Vous verrez les photos, ou soit vous tapez par exemple Koudebi Meda ONG Koudebi, ou vous allez sur YouTube, vous verrez les photos, c'est des piscines qui font office de tombeaux. Les corps sont noyés dans l'eau. Nous avons même mis sur notre page que le mot de bienvenue de la mairie de Cotonou, parce que beaucoup ne savent pas que c'est la mairie de Cotonou qui gère le cimetière PK14 et le cimetière de Sommet, et que Calavi gère à Diagbo. Beaucoup sont encore dans l'ignorance. Nous avons vu que les corps sont noyés dans l'eau. Et ça veut dire que le formol trempé dans l'eau va polluer les nappes phréatiques. Et c'est ça, ceux qui sont autour. Il y a les habitations autour. Ceux qui sont autour du cimetière PK14, c'est ceux qui vont boire dans leur pur. Ce qui fait que pratiquement, nous les considérons comme des morts ambulants. Ils sont debout, mais ils vivent du formol concentré
au jour le jour. Ces gens-là, je me demande même si à leur mort, il va falloir encore les formuler parce que leur corps est déjà formulé. Et bizarrement, autour de cet empoisonnement que nous avons touché du doigt, nous avons remarqué aussi qu'il n'y avait même pas de l'eau potable pour se laver la main au cimetière PK14 pour non-paiement de facture à la SONEB. On a retiré le compteur d'eau du cimetière PK14 dont les photos, nous allons les publier à 13h, regardez sur notre site. Nous allons les publier à 13h, ce qui fait que dans ce cimetière, tu ne peux même pas laver la main en sortant pour être sûr de ne pas rentrer avec des gemmes. Et sur une distance de 15 mètres, nous avons découvert 23 tombeaux, dont une vingtaine de tombeaux ont été retournés de côté. On se demandait si c'est les morts qui ont retourné leur tombeau, leur cercueil, pour pouvoir aller au paradis. À l'intérieur de cette tombe, toutes les têtes ont disparu. Les têtes ont disparu. Et bizarrement, il y en a même deux. Le contenu entier du corps a disparu du cercueil. Oui, mais tout a été filmé dans ce cimetière PK14 où il y a un gardien. Là, j'ai crié mon ras-le-bol devant la presse internationale, invitant les partenaires à venir m'aider à sauver ma tête. Je ne veux pas que ma tête finisse au marché d'Antokpa. Mais ce que vous dites aujourd'hui, il y a des responsables qu'on peut toucher du doigt, des responsables qu'on peut aller interpeller. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous faire entendre? J'ai écrit à la mairie de Cotonou pour l'alerter et le maire de Calavi, plus précisément depuis le 16 décembre 2015, un courrier déchargé dont je vous remets la décharge originale. La mairie de Cotonou n'a pas répondu. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Vous l'avez écrit quand? Le 16 décembre 2015, j'ai remis. Oui. Et 2015, courrier déchargé. Le courrier déchargé, le ceux 17, qui en veulent, 12. oui, ceux qui en veulent, s'ils écrivent sur, par exemple, Facebook, Koudebi, Meda, ONG Koudebi, je leur mettrai la copie de ce document. Il n'a pas répondu. Celui de Calavi, on nous dit que le courrier est perdu alors que je l'ai déposé au secrétariat particulier. Grâce à l'aide du DC, Madame Agbo, on a réussi à savoir que le courrier a été enregistré sur le numéro 288 et déchargé par le DSP. Le DSP actuellement cherche dans tous les bureaux. Depuis 2 ans, le courrier est perdu dans la commune d'Abomey-Calavi, à la mairie d'Abomey-Calavi. Et il ne veille même pas à ce qui se passe. Les populations de Sommet ont déposé une lettre plainte contre la mairie de Cotonou pour empoisonnement. Et ce courrier, ils ont adressé une lettre plainte au chef de l'État, au ministre de l'Intérieur, celui de la santé et du cadre de vie. Une délégation des ministères ainsi que TV5 Monde et France 24, on a fait une descente dans ce cimetière autour de la fosse commune qui a abrité, qui a reçu plus de 600 corps courant le mois de mai. Les populations nous ont expliqué qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas de l'électricité. Les populations de Sommet. De Sommet. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de l'électricité. Ils sont à 8 mètres de profondeur pour avoir l'eau. On a creusé un trou de 12 mètres. Pratiquement encore près de 4 mètres au-delà de la normale pour rejoindre directement les nappes phréatiques, à l'intérieur de laquelle plus de 600 corps ont été déversés courant le mois de mai. À la date où nous sommes arrivés, le trou n'était pas encore fermé. Il restait encore une ouverture. Fosse commune. Une fosse commune. Il restait encore une ouverture de plus de 5 mètres de profondeur. Nous avons voulu savoir pourquoi ce n'est pas fermé. On nous dit qu'on l'a laissé parce qu'il reste encore des cadavres abandonnés qui vont être collectés encore et à y jeter. Les populations se plaignent que le goût de l'eau a changé. L'odeur a changé. Ils ont connu plus de décès d'enfants entre fin juin et début juillet. Raison pour laquelle ils demandent au chef de l'État et aux partenaires internationaux de les loger à Tori parce que l'IADI les a empoisonnés à Sommet. Oui, mais et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, c'est aberrant parce que on a l'impression que le peuple est laissé pour compte pendant que les autorités sont là, dormis sous leur laurier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la volonté politique n'accompagne vraiment pas ces genres d'initiatives que vous prenez pour pouvoir un peu alléger la tâche aux populations qui vivent le martyre? Je vous ai dit actuellement que ce gouvernement est en train de se battre. Je vous ai dit que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu une loi de voter pour réglementer le secteur. Et toute proposition de loi ont toujours été bloquées parce que le cœur de cette mafia se trouve au Parlement et cette mafia profite plus aux hommes politiques. Pour les hommes politiques, vous les citoyens, vous n'êtes que des marchandises.
Parce que c'est les mêmes qui sont pratiquement près de 50% promoteurs des pharmacies qui se cachent derrière leurs proches, leurs épouses, leurs cousins et leurs neveux. Si vous n'êtes pas malade, comment rentabiliser les chiffres d'affaires des pharmacies? Si vous ne mourrez pas, comment tourner les morgues, y compris celles qui se disent VIP? Si maintenant vous avez eu la malchance de faire la lépille, comment, si vous ne mourrez pas, comment on peut vous faire voter vos cadavres par procuration? Donc vous voulez dire par là qu'il anticipe la mort pour quand même profiter, pour quand même rentabiliser pour les fonds de commerce et également pour les pharmacies et autres? Vous avez eu l'occasion de faire une enquête sur le CNHU de Cotonou? Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi aucun de vos hommes politiques ne font pas les soins au CNHU? Vous vous êtes demandé pourquoi ils ne mettent pas les cadavres de leurs proches dans les morgues publiques? Cherchez la réponse à ces questions et vous comprendrez la réalité. Vous pouvez me donner la réponse. Vous vous êtes posé la question une fois de savoir pourquoi aucun ministre, aucun directeur de cabinet n'habite jamais à moins d'1 kilomètre d'une morgue, ni de cimetière. Vous allez dire que c'est le hasard qui fait qu'aucun d'eux n'habite à côté des morgues. Ils sont conscients du danger. Oui, mais aujourd'hui, vous vous battez pour que cela puisse être réglé. Où en sommes-nous par rapport à vos démarches? Parce que vous avez dit qu'il y a un projet que vous êtes en train d'établir et que actuellement le gouvernement est en train de prendre à bras le corps ce projet. C'est pour dire qu'il y a une lueur d'espoir pour pouvoir éviter à l'avenir ce genre de problème. Déjà, permettez-moi de commencer par ceux qui ont eu les premiers, qui ont tenté, mais qui n'ont pas arrivé, comme la ministre de la Santé, Céline Kandisouno, et à la Big Bégan, qui ont pris les premiers arrêtés interministériels pour qu'on désinfecte les véhicules, mais que malheureusement la mafia a emporté, qui n'a jamais été exécutée. Et permettez-moi aussi de rendre hommage à Mme Gaza en 1994, qui a pris un premier arrêté ministériel pour régler les problèmes de pompes funèbres et de morgue au Bénin. Malheureusement, cet arrêté, c'est le seul arrêté aujourd'hui sur lequel se basent les différents services pour travailler. Malheureusement, il les implique mal parce que si vous allez sur YouTube et vous tapez Koudebi Médard, vous aurez par exemple la vidéo du mission de contrôle d'une morgue au Bénin où le promoteur reconnaît que les gens du ministère de la Santé, plus précisément du service d'hygiène et d'assainissement, viennent pour des contrôles, mais ne rentrent jamais dans la chambre froide. Pourquoi? Ils restent dans les bureaux, ils prennent ce qu'ils veulent prendre et ils retournent. Ils allaient juste chercher leur petit déjeuner, les compléments d'objets directs de leur salaire. J'ai mis cette vidéo sur YouTube qui est déjà vue par pratiquement près de 20 000 personnes que vous pouvez aller entendre et visualiser vous-même. Alors, Mme Gaza a eu l'initiative quand même de mettre en place cet arrêté. Mais malheureusement, ces services de démembrement ne l'ont jamais appliqué avec sincérité. Et bizarrement, la troisième personne qui a eu l'initiative de pouvoir quand même réformer totalement ce secteur par coïncidence a été encore Mme Gaza, plus précisément en 2013. Ça veut dire en 1994, elle a fait l'arrêté. En 2013, sous décision du Conseil des ministres, elle nous a encore interpellés pour qu'on puisse réformer le secteur. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est une jumelle qu'elle est revenue 2 fois. Et à la deuxième fois, ça a été la bonne. Et c'est comme ça qu'on a pu réussir à former les promoteurs des morgues, les officiers de police judiciaire, les sapeurs-pompiers gracieusement. Et après, on a commencé les missions de contrôle dans les morgues pour voir ce qui tue les Béninois, où se trouvent les contaminations. On a découvert que nous avons tous des chambres froides de poissonnerie qui ne sont pas des morgues. Et on a décidé maintenant de leur imposer le laboratoire post-mortem à conservation individuelle qui va limiter les contaminations de faits vivants. Et c'est ce gouvernement qui finalement a pris les choses à bras le corps et a préparé, nous a demandé de s'associer pour le projet de décret. Ce qui fait que personnellement, on ne peut pas accuser tout de suite ce gouvernement. Ce gouvernement est en train de régler les problèmes que les régimes passés, les prédécesseurs n'ont pas pu régler, et aussi pour lesquels la corruption a été à la base, parce que les arrêtés de Mme Gaza, s'ils avaient été appliqués selon la règle, oui, le régime en place n'aura pas tant de problèmes aujourd'hui et n'aura pas les morgues dans les agglomérations. Une continuité. Je vais vous dire clairement qu'il est bien dit qu'on ne peut pas ériger une morgue à moins de 100 mètres des clôtures, et comme on appelle une habitation à moins de 100 mètres des clôtures des cimetières et des morgues. Et le projet d'arrêté dit 2 km des infrastructures socio-communautaires. Vous avez par exemple cette morgue en face de vous, de l'université qui se retrouve enclavée entre l'église catholique Jean-Eudes de Tadé, qui est juste derrière lui, et l'université.
deux infrastructures ça pose socio-communautaires. Et il est bien dit à moins de 2 km des cours d'eau. Et il est à 700 mètres plus précisément quand on est venu mesurer de la lagune. Voilà le lacisme, l'inconscience, là où la corruption nous conduit. Monsieur Meda Koudebi, on va également parler des mocs traditionnels. Paraît-il qu'il y a 127 mocs traditionnels au Bénin. Il y a 127 mocs traditionnels au Bénin, dont 83 sont déjà fermés. Et par exemple, celui d'Adjagbo, celui par exemple de Zumbodi est fermé. Le promoteur est condamné à 1 an de prison avec sursis. Celui de Ouegbo a été fermé. Malgré les erreurs de l'administration, je devais fermer ça l'année dernière. Je n'ai pas pu fermer parce qu'il payait des impôts sur les corps séchés à l'État. Il payait des impôts? Il payait 57 100 francs chaque année sur les corps séchés à l'État. Alors qu'au même moment, il y a l'arrêté de 2014 de Madame Gaza qui ordonnait la fermeture de la totalité des morgues traditionnelles. Pendant que cet arrêté est en cours, on devait fermer. Au même moment, il payait les impôts sur les corps séchés à l'État et l'État prenait les 57 100 francs sur les corps séchés. L'État était complice. L'État est en quelque sorte complice, où je peux dire que c'est le désordre, la malorganisation de nos administrations qui sont à la base. Peut-être que c'était inconsciemment. Le haut ministère n'avait pas informatisé. Si les choses étaient informatisées, on n'en serait pas là. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez un système de fiches de paye informatisé au ministère des Finances? C'est maintenant le régime est en train de mettre en place. Parce que l'informatisation ne va pas permettre de faire des duplicata de vos fiches de paye pour sortir le même salaire 3 fois pour un mois. Voilà les choses. La corruption, qui est la source génétique de notre administration, est à la base de ce désordre. On va également parler des surcharges qui sont au niveau des morgues. Pourquoi on voit souvent ces surcharges-là? C'est la faute à l'État ou plutôt aux parents des victimes? C'est la faute à l'État. Je ne peux pas accuser les parents des victimes. Les parents des victimes ne sont pas autorisés à aller voir là où on dépose le corps de leurs parents. Je vais vous donner l'exemple par exemple. Allez dans toutes les morgues. Il y a la zone sensible. Une morgue a 3 zones. Il y a la zone naturelle, la zone intermédiaire et la zone sensible. La zone naturelle, c'est celle qui est censée accueillir la famille, oui, où ni jamais le corps, le cercueil ne doit transiter. La zone intermédiaire, c'est là où le véhicule funèbre vient se poser pour déposer le cercueil, déposer le corps, où on réceptionne tout pour les conduire directement dans la zone sensible. La zone sensible est celle qui est censée accueillir la conservation du corps, le maquillage, le traitement du corps, ainsi que les produits hautement toxiques et cancérigènes. Cette zone doit être la plus petite possible pour pouvoir circoncire le risque de contamination et aussi maîtriser la désinfection. Et quand vous demandez à voir votre parent, on va les chercher dans cette zone sensible. Que vous n'êtes pas autorisé à rentrer. Pour la zone naturelle. Et on les ramène dans la zone intermédiaire. Okay. Où on vous présente vos parents sur un blancard. Et une fois quand vous repartez, on le retourne pour le jeter dans la chambre froide du poissonnerie. Et c'est pour ça qu'on vous impose que vous avez des jours de visite, que c'est 2 jours de visite par semaine. Pourquoi? Ces 2 jours de visite, c'est les jours où les chambres froides ne sont pas coupées pour faire économie d'électricité. Mais sont coupées. Les nuits plus précisément, oui, des jours où il n'y a pas visite le lendemain, le soir, le compteur, le moteur est coupé, oui, pour économiser la facture de l'électricité sur la conservation de vos parents. Vous avez enquêté autour du sujet. N'oubliez pas qu'il y a 23 ans, j'ai été secrétaire général à l'organisation des syndicats des pompes funèbres du Bénin. C'est pour dire que vous maîtrisez exactement le dossier. Je devais conduire cette réforme, on a commencé à me menacer de mort. Et c'est comme ça que j'ai fui du Bénin il y a 22 ans. Malheureusement, cette mission que j'ai fui, que je devais conduire avec le commandant, le directeur de la gendarmerie nationale à l'époque, oui, Pancras Bratier, et le directeur plus précisément de la voirie, d'à l'époque, sous l'instruction de chef circonscription Massimilien Kinifo. 23 ans après, je reviens encore, malheureusement, cette mission que j'ai fui s'est retrouvée naturellement imposée à moi. Donc vous êtes revenu en force. Mais lorsqu'on parle de ces morgues traditionnelles, vous avez parlé de maladies. Aujourd'hui, même dans les hôpitaux publics, dans les morgues publics, il y a aussi assez de problèmes qu'on observe à ce niveau-là. J'ai une liste devant moi où on parle des maladies contagieuses, où ces morts-là ne doivent pas vraiment être acceptés dans les morgues. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est vraiment respecté? Est-ce que les promoteurs de morgues, ou bien prennent connaissance de ces listes-là pour pouvoir un temps soit peu informer les parents pour leur dire qu'ils ne pourront pas vraiment accueillir leurs membres, voilà, dans ces morgues-là?
Vous avez bien posé la question. Il est bien vrai que aujourd'hui, personne ne présente le corps d'un parent dans une morgue avec un certificat de décès. Ce qui fait que pratiquement, on se retrouve avec des vivants qui ne sont pas réellement décédés. Et c'est après l'injection du formol que ceux-là qui souvent se montent par arrêt cardiaque en vomissant du sang, en coulant du sang, c'est pour mettre fin aux assassinats des 10% de nos parents que nous envoyons dans les morgues alors qu'ils ne sont pas réellement décédés. On a décidé désormais que tous les corps, dans le projet de décret, tous les corps amenés dans les morgues doivent venir avec un certificat de décès et la cause du décès. Si c'est une cause infectieuse qui doit avoir contamination, la morgue doit alerter le commissariat de police le plus proche pour que les parents fassent une mise en bien immédiate. Maintenant, si la morgue décide de prendre les corps sans certificat de décès, il a l'obligation d'embaucher un médecin qui doit nous confirmer et apporter la preuve que la personne est réellement décédée avant toute ingestion du formol en cas de mission conjointe, parce qu'il est prévu désormais que les missions de contrôle seront conjointes. Intérieur, justice, santé, décentralisation. Ça va mettre fin aussi à la corruption, parce que quand chaque service ira individuellement, chacun reçoit son enveloppe à l'insu de l'autre et le désordre s'accumule. Et ces missions seront périodiques. Oui, 2 fois l'année, sans prévenir de date. Seules les missions d'audit de l'ABE, le promoteur va être prévenu. Je profite pour remercier l'actuel directeur de l'ABE, qui au moins, je peux vous dire que votre fameuse morgue VIP créée en 1990, en 27 ans, n'a jamais subi d'audit externe. En 27 ans. C'est l'actuel directeur de l'ABE qui a mis en place l'audit pour la première fois le 12 juillet 2017, qu'il a subi en 27 ans d'empoisonnement. Pour pouvoir prendre en connaissance les risques, il a tenu tête, hein. Il a refuté même tous les membres de notre délégation, tous les professionnels. Il veut que des novices, des ignorants qui peuvent manipuler. Mais le directeur actuel de l'ABE a pris ses responsabilités et a fait son travail. Quelque chose pour lequel, personnellement, notre ONG va lui délivrer une satisfaction. Mais au même moment, vous avez parlé des morgues publiques. Les morgues publiques sont les plus grands dangers aussi. Ce ne sont pas que les privés. La preuve, nous avons proposé à l'État. L'État a 8 morgues, lui. Les 8 morgues de l'État, il a mis 2 sous contrat. Et il reste actuellement 6. Les 6, nous allons lui recommander de les mettre sous contrat. On a audité par exemple la morgue de CNHU construite en 1962 pour 55 places, où pratiquement, et nous avons découvert le 10 mai, plus de 978 corps, dont 238 ont été enterrés dans une fosse commune la nuit de 18 au 19 mai. Au même moment, nous avons constaté le 19 juillet pendant notre mission de contrôle que la misère est vraiment jusqu'au plafond, parce qu'on a été choqués de voir un parent venir récupérer le corps de son enfant dans un sac Dangoté. Ça nous a choqués. Et après ça, c'est la morgue de Porto Novo qui est la pire des catastrophes. La nouvelle morgue, elle est tombée en panne. L'ancienne morgue défaillante, c'est là où les corps sont gardés aujourd'hui à l'hôpital de Porto Novo. Les portes de cette morgue ne se ferment plus, c'est des briques. Et les pavés récupérés sur les voies publiques qui permettent de les caler. La chambre froide se dégivre au point où ça produit près de 10 litres d'eau par jour. Vous avez toutes ces images qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux. La chose la plus grave, c'est que la table où on lave les corps, oui, la canalisation s'est abîmée depuis 4 ans et c'est un seau en plastique qui mettent en bas pour recevoir l'eau qui coule des cadavres pour aller les renverser dans les canalisations d'eau usée. Les autorités sont à l'écoute. Les autorités sont à l'écoute. C'est la morgue de CHDO Porto Novo, là où nous avons connu. Sur tout ça, nous avons jugé que l'enfer, le purgatoire des Béninois commence à travers les morgues et leur enfer s'achève dans les cimetières. Elles sont à l'écoute, elles vous écoutent. On va rapidement parler des causes qui conduisent à la mort au Bénin. Vous avez les causes qui conduisent à la mort au Bénin sont énormes. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. En 2014, quand on a nommé le directeur Assoutor de la morgue de CNHU, oui, les 3 blocs opératoires construits par Yaïboni étaient entièrement vides. C'est des coquilles vides. Mais à l'entrée, on a mis urgence. Déjà, c'est les premières difficultés. Et difficilement, toute demande au ministère de la Santé pour équiper ces 3 blocs, ils n'ont jamais pu bénéficier même d'un seringue.
Et c'est grâce à l'aide des directeurs successifs de CNHU, ainsi que pratiquement les personnalités qui amènent leurs parents aux urgences, qu'il a pu équiper 2 blocs sur 3. À l'heure où je vous parle, il a 6 lits de personnes comateuses. Mais malheureusement, ces 6 lits manquent d'appareils de ventilation de dos pour éviter que ces comateux abîment de dos. À cause de ces appareils de ventilation, les comateux aujourd'hui, on n'arrive pas à les garder aux urgences. Tout est là. On parlait avec le directeur le 19 juillet, quand il y a eu coupure d'électricité. Le groupe électrogène du CNHU refuse de démarrer pendant 27 minutes. Pendant ce temps, ceux qui étaient dans les blocs opératoires sont condamnés à la morgue et ceux qui sont en urgence, on doit les ventiler à la main. Ça fait partie des causes qui conduisent à la mort. Sans oublier qu'en cas d'arrêt cardiaque, il y a un médicament aujourd'hui qui permet de redémarrer le cœur, qu'on appelle l'adrénaline. Ça fait 7 semaines, il n'y en a pas aux urgences. On est obligé d'aller à la pharmacie. Voilà tout ça, les causes qui augmentent le taux de mortalité au Bénin. C'est vrai que même si on nous donnait assez de temps, même si on nous accordait encore plus d'1 heure, on ne va pas vraiment terminer avec les nombreux problèmes que nous observons au niveau de ce problème de santé publique. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Oui. Excusez-moi, il va falloir qu'on produise qu'on programme une autre émission pour parler des chambres d'hospitalisation de CNHU où les WC, c'est avec fil de fer qu'on arrivait à tirer les chasses. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, monsieur Médé Akoudebi. Vous êtes le président de l'ONG Bénin Santé, Bénin Diaspora Assistance. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale de Sans Détour. Il faut noter que l'heure est grave et en ce qui concerne la santé publique au Bénin. La politique aidant, les solutions semblent très difficiles à trouver, mais l'ONG Bénin Diaspora Assistance pense à éveiller les consciences pour freiner, voire stopper ce mal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'étais là, Eric Viorsi devant ce micro, assisté de mon collègue Rupati et Christelle. À la mise en onde, c'était Pierre Wanagonou. Merci, à dimanche prochain.